On y va? Hein? Et voilà, ça marche. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Voilà, donc je suis Sébastien Soubiran. Je suis le directeur du Jardin des Sciences. Et donc l'année dernière, malheureusement, j'avais pas pu vous accueillir lors de la réouverture de notre cycle de conférences, mais cette année, j'ai mis un point d'honneur à pouvoir le faire. Donc c'est vraiment avec grand plaisir que je vous accueille pour cette première conférence, donc pour inaugurer notre nouveau cycle de conférences 2024-2025. Voilà, donc on est venu en équipe renforcée avec la fine équipe, donc Jean-Yves Marchal, que vous connaissez toutes et tous, et Margot Zink, que vous connaissez également toutes et tous, qui animent nos conférences à la fois du lundi après-midi et du dimanche, les conférences Épique Époque qui ont lieu une fois par mois au Planétarium. Voilà, donc le premier cycle a commencé la semaine dernière. On était très contents, ça portait sur le thème de la COP 16 autour de la biodiversité. Et on est plutôt dans le jeudi soir sur le thème du débat. Donc on invite toujours plusieurs intervenants et sur une thématique sciences et société, et on a plusieurs points de vue et on fait discuter et on échange avec la salle. Le lundi, on est plutôt sur le mode conférence, et pour débuter cette conférence, j'ai vraiment le plaisir d'accueillir Serge Dumont, avec qui, alors c'est Margot qui vous allez le présenter peut-être plus en détail, mais juste pour dire que Serge Dumont, on travaille avec lui au Jardin des Sciences et notamment sur le musée zoologique, qui nous a beaucoup accompagnés sur la préparation de la rénovation de ce musée. Je sais que vous êtes nombreuses et nombreux à attendre avec impatience sa réouverture. L'année prochaine, c'est promis à la rentrée, j'espère qu'on aura le plaisir de vous y accueillir. Voilà, c'est quand même ce qu'on a programmé. Et Serge nous a vraiment accompagnés sur toute une partie qui sera consacrée au rein supérieur. Et vous verrez, pour ceux qui connaissent déjà Serge Dumont, que le rein fait partie des zones d'exploration de ses recherches. Je ne vais pas en dire plus longtemps. En tout cas, c'est vraiment un plaisir de vous revoir. Je vous souhaite à toutes et tous une belle conférence et une belle rentrée universitaire. Je vois qu'il y a quelques étudiants, j'espère que ça se passe bien pour vous. Et chères toutes et chers tous, c'est vraiment un plaisir que vous soyez revenus pour ce nouveau cycle. Donc je laisse sans tarder la parole à Margot, voilà, pardon, et je m'éclipse pour ma part. À bientôt. Alors, merci Monsieur Soubiran pour cette introduction. Merci à toutes et tous d'être venus, si nombreux aujourd'hui, je le répète. On accueille donc aujourd'hui Monsieur Serge Dumont dans le cadre de la Fête de la Science qui a commencé ce week-end, donc du 4 octobre jusqu'à lundi prochain, le 14 octobre, dont la thématique est Océan de savoir. Donc on a voulu programmer une conférence sur la thématique de l'eau. Monsieur Serge Dumont est maître de conférence en hydroécologie au laboratoire Imageville Environnement à l'Université de Strasbourg. Donc l'hydroécologie, c'est l'étude des interrelations entre les êtres vivants dans les environnements aquatiques. Le terrain de recherche principal de Monsieur Dumont se trouve en Alsace. Il est également plongeur, donc il a réalisé quelques documentaires que vous pouvez retrouver sur Arte, me semble-t-il, mais sûrement encore ailleurs. Je le laisserai peut-être préciser si jamais vous voulez vous renseigner davantage sur son travail. Et je vous laisse la parole, Monsieur Dumont, pour cette conférence. Donc, recherche en immersion dans les milieux aquatiques alsaciens. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Margot et Sébastien. Il est là. Voilà. Merci beaucoup, je suis très heureux d'être là. Ce n'est pas la première conférence au Jardin des Sciences, 3e ou 4e, il me semble, mais pas au même endroit. C'est la première fois que je suis ici. Alors, déjà, si vous voulez en savoir plus sur toutes mes activités, vous avez l'adresse mail en haut à gauche, là, ritbleu.free.fr. Il y a un tas de choses, il y a aussi des making-of. Donc, je vais vous parler recherche en immersion, puisqu'en fait, je vais vous emmener dans les milieux aquatiques alsaciens, mais pas que, si j'en ai le temps, on verra. Je vais vous parler en fait des travaux de recherche que je mène donc au laboratoire LIV, mais aussi des projets et ceux qui sont en cours. Voilà. Et pour commencer, je vais vous emmener à Avolsheim. Et oui, je vais me limiter aux 20 dernières années, parce que j'ai déjà un certain âge. Comme le temps est contraint, je vais me faire que les 20 dernières années. Et je vais commencer par vous emmener à Avolsheim, dans la Bruche.
Le 31-10-2006, alors je ne sais pas si ça vous parle, ce 31-10-2006, en fait c'est un anniversaire, l'anniversaire d'une catastrophe, on parlait du Rhin, qui a touché le Rhin, la catastrophe de Sandoz, avec énormément, 30 tonnes de pesticides qui se sont trouvés dans le Rhin, ça a tué énormément d'anguilles. Ça a été un électrochoc et finalement on s'aperçoit avec le recul que c'était quelque part bénéfique parce que ça a été un électrochoc. Je vous rappelle qu'en 1986 aussi, au printemps, il y a eu Tchernobyl. Donc toute cette succession d'événements, ça a été vraiment important. Et il y a un programme qui a été mis en place, vous voyez peut-être venir, c'est le programme Saumon 2000 pour que justement il y ait nouveau du saumon dans le Rhin en l'an 2000. Et alors ce fut fait et dans les années fin des 90, il y avait déjà du saumon qui était présent dans le Rhin, mais qui ne pouvait pas passer les barrages d'Avolsheim et de Gamsheim, donc il a fallu les ouvrir. Et avec l'association Saumon Rhin, on s'était mis en tête d'avoir des images et eux, ils avaient essayé, enfin bien sûr ils avaient fait de la capture en pêche électrique, mais l'idée c'était de pouvoir filmer dans le milieu naturel du saumon vivant. Et c'est une image qui a été faite par mon fils. Et quand j'étais sous l'eau, là c'est la lumière qui se promène, j'étais en train de filmer une femelle saumon de 80 cm environ et qui avait fait des milliers de kilomètres pour venir à cet endroit-là. Et c'était tout un symbole. Parce qu'en plus, je n'avais pas programmé de me mettre à l'eau 20 ans pile poil, le jour pour jour. C'est après, quand j'ai déroché, je mets les dates à chaque fois dans tous les dossiers, c'est là que je me suis rendu compte que ça faisait 20 ans, c'était cet anniversaire. Parce que, pour tout vous dire, j'avais déjà vu du saumon dans la Bruche l'année d'avant. Alors, les saumons, il n'y en a pas beaucoup qui remontent. Encore maintenant, on est à une centaine de saumons répertoriés qui remontent, alors que c'était un fleuve à saumon extraordinaire, le Rhin. Pour Roland Carbinaire, c'était un fleuve où il y avait plus d'1 million de saumons à la belle époque. Et donc, on a perdu beaucoup avec tous les aménagements du Rhin et la pollution. Et dans les années 2000, donc, on avait été sur une centaine de saumons. C'est guère plus aujourd'hui. Donc, pour tomber sur ces saumons, c'était vraiment une gageure. Malheureusement, j'ai été aidé par les barrages, puisque ces saumons qui revenaient se reproduire dans la Bruche, très rapidement, ils étaient limités dans leur remontée vers l'amont par ces barrages, notamment celui d'Avolsheim. Et donc, en se mettant à l'aval des barrages, malheureusement, j'avais de la chance de voir ces saumons qui butaient contre cet obstacle en béton. Heureusement, ce barrage a été aménagé. Maintenant, il y a une rivière qui contourne en rive gauche, et donc ça permet à ces saumons d'aller plus loin, et c'est beaucoup plus difficile maintenant de les revoir. Et malheureusement, avec le changement climatique, avec le réchauffement de l'eau du Rhin, ça ne va plus être du tout favorable aux saumons, et je ne suis pas sûr qu'on puisse refaire des images. Donc regardez bien ces images de saumons vivants dans la Bruche. C'est peut-être les seuls qu'on aura l'occasion de faire un jour. Cette image a été reprise dans le livre Rhin vivant, dont vous avez peut-être entendu parler avec Roland Carbinaire et Laurent Schmitt. Voilà, ça c'est un petit saumon, c'est-à-dire il va rester, quand il y a la ponte, parce que ces saumons reviennent dans les rivières pour se reproduire, il y a la ponte, les saumons naissent, ils vont rester pendant un an et demi, jusqu'à temps qu'ils aient un stade de 10-15 cm qu'on appelle le tacon, et après ils vont repartir vers la mer, parce que c'est en mer qu'il y a l'endroit où il y a beaucoup de nourriture. Maintenant on fait un petit bond, enfin pas tellement, on reste dans les mêmes années, juin 2005. Alors je lance le film parce que je voulais qu'on ne voit pas tout, mais alors c'est un film qui a 20 ans, alors il faut être un peu indulgent. Je vous emmène à la découverte d'une petite crevette que j'ai observée en plongée, parce que vous allez comprendre aussi au cours de mon exposé que ce qui est important pour un chercheur qui travaille sur les milieux aquatiques, c'est de s'immerger. On a dit que j'étais plongeur, mais je trouve ça fondamental. Je connais des botanistes qui travaillent sur les milieux aquatiques, qui travaillent au râteau. Ça, j'ai un peu de mal, moi j'aime bien voir ce qui se passe. Voilà, je voulais juste vous montrer cette espèce. C'est un petit mysidé, c'est-à-dire ça ressemble à une petite crevette qui fait 10-11 mm, et elle vient de la région ponto-caspienne, mer Noire, et elle est arrivée, pas en nageant, elle est arrivée dans les ballastes des bateaux, vous savez, les ballastes qui permettent de régler la flottabilité, et elle est parvenue jusqu'à chez nous grâce au canal qui relie le Danube au Main, le Main ensuite dans le Rhin, et c'est comme ça qu'elle est arrivée dans nos milieux aquatiques. Et cette espèce, donc, quand je l'ai observée, elle n'avait jamais été observée en France. Et ce qui m'a intrigué, c'est ce qu'on voit à droite, là, vous voyez, le telson, la partie centrale, avec les deux petites pointes ici, c'est ce qui permet de caractériser cette espèce. Et en fait,
elle n'a pas remonté l'île non plus, elle a descendu l'île parce qu'en été, il y a de l'eau qui soutient le débit de l'île. Et ensuite, elle a colonisé l'île et puis elle s'est retrouvée dans les gravières grâce aux crues. Et c'est dans une gravière, dans un fût en béton, que je les ai vus la première fois. Vous voyez un peu l'histoire d'une découverte. Après, ça m'a beaucoup intéressé, parce que en faisant la bibliographie, je me suis rendu compte qu'on ne savait quasiment rien sur cette espèce. Notamment, ce que j'avais observé, c'est qu'en hiver, sous la glace, quand il fait très très froid, il y a des essaims qui se forment de cette espèce, mais vraiment des millions d'individus. Ce n'était pas décrit dans la littérature. J'ai pensé que c'était de la reproduction, mais il y avait déjà 2 périodes de reproduction qui étaient connues. C'est dans ce tuyau en béton que je les ai vus la première fois. Et donc j'ai fait 2 publications, une sur la découverte et une sur la biologie de cette espèce, sur son comportement. Et toutes les images que vous voyez là, ben je les cite, il y a des liens 20 ans après, les liens sont toujours valables. Celui qui lit l'article il peut encore voir tous les comportements dont je parle, comme ici. Là, voilà. Bon, il faut que j'avance parce que le temps est limité. Alors, en 2010, Gravière du Bory, je me balade. Alors, c'est en février. Je suis à 20 mètres de profondeur. Il y a de la glace en surface, ce qui explique cette lumière un peu. Là, j'ai mis un peu de lumière parce qu'il fait assez sombre à 20 mètres. Je longe un tombant d'argile et à la rupture du tombant d'argile, je vois comme un buisson ardent. Là, vous voyez, enfin, ici à la fac de théologie, je peux dire ça. Ça a des connotations tout à fait particulières parce que ce bryozoaire, c'est un bryozoaire en fait qui s'appelle l'Ophopus cristallinus, qui se développe sur les branches immergées. C'est une espèce qui aime bien l'hiver. Et alors, c'est des colonies de petits animaux filtreurs qui, comme ça, peuvent se développer. Et ça paraît orangé. Et quand je dis buisson ardent, ben, la lumière des projecteurs, comme il faisait un peu sombre, ces bryozoaires orangés, ça faisait comme un buisson ardent sous l'eau. Donc, j'ai fait des petites recherches. J'ai vu que cette espèce n'avait plus été observée en France depuis 1926. Ce qui n'est pas rien. Donc bon, ça a eu lieu, il y a eu quelques publications et aussi dans la presse. J'ai revu cette même espèce la même année dans la gravière du Fort, donc une autre gravière à Holsheim, près d'Ensheim, près de Strasbourg. Vous voyez toujours la même disposition. Ce qui m'a interpellé dans ces 2 espèces, c'est là que l'hydroécologue rentre en action, c'est que je les ai trouvées que dans des gravières profondes. Ensuite, bon, quand on sait que c'est une espèce qui n'aime pas la lumière, qui aime bien l'eau froide, on peut se dire, bon, on ne va pas la trouver dans les 8-9 premiers mètres. Ensuite, plus profondément, eh ben, ça dépend. Parce que des fois, quand vous regardez à droite, c'est une gravière d'une profondeur de 20 mètres, à gauche, une profondeur de 40 mètres. À un certain moment de l'année, dans ces gravières-là, eh ben, à une certaine profondeur, ça manque d'oxygène. Il peut même ne plus y avoir du tout d'oxygène, je reviendrai là-dessus. Eh ben, finalement, si on regarde le préférendum de cette espèce, pour une gravière profonde, elle pourra s'installer si elle arrive dans cette zone-là, alors que pour cette gravière peu profonde, il faudrait vraiment avoir la chance que la bestiole elle arrive à 9-10 mètres. Alors vous allez me dire, mais comment est-ce que ce petit animal peut passer d'un site plongé, d'un site aquatique à l'autre? Eh bien, à un certain moment donné, ils font des formes de résistance qu'ils appellent des statoblastes, que vous voyez ici. C'est un peu comme des graines. Et ces graines, il y en a certains qui sont sessiles, qui tombent, d'autres qu'on appelle flottoblastes, qui peuvent remonter à la surface. Certaines ont des crochets, et ça leur permet d'être véhiculés d'un milieu aquatique à l'autre par les oiseaux ou par le courant. Et donc, c'est comme ça que ça arrive. Voilà. Pour cette espèce. Et en 2016, figurez-vous, on l'a trouvée dans le contre-canal du Rhin, à 1 mètre de profondeur. Donc là, ce que je vous disais tout à l'heure, vous allez me dire, ah, ça se contredit. Non, parce qu'on est dans le contre-canal de drainage. En fait, on draine le long du canal d'Alsace, on draine l'eau phréatique. Donc finalement, dans ce canal de drainage, l'eau est froide. Et vous voyez où elle est présente, cette espèce, elle est présente sous les branches, sous les arbres, donc à un endroit où il n'y a pas de lumière. Donc on a à nouveau la même chose. Il y a de l'oxygène, il y a de l'eau froide, et c'est sombre, et on va la trouver là. Donc vous voyez, souvent quand une espèce a disparu ou on pense qu'elle n'est plus présente, ben des fois on a des surprises, il faut juste aller voir là où on peut la trouver. J'ai beaucoup travaillé depuis les années 2010 avec mon ami Christian Muller, qui me fait le plaisir d'être venu, sur les gravières. Et donc les gravières Rénaplin, ce qui m'a intéressé, c'était
qu'est-ce que pouvait accueillir, quelle était la vie qu'on pouvait trouver dans ces milieux tout à fait particuliers, qui étaient assez dénigrés du point de vue biologique, scientifique. On disait que c'était des trous dans lesquels il n'y avait rien. Moi, j'y pratiquais la plongée, je voyais bien qu'il y avait plein de vie. Alors, je vous dis ça, moi, j'ai commencé la plongée, j'étais adolescent. Et c'est ensuite, en vieillissant, donc en devenant hydroécologue, que je me suis mis à m'intéresser au fonctionnement de ces milieux. Et là, on est avec Christian, on est justement sur le bateau, on fait ce qu'on appelle un transect, on fait des mesures tous les quelques mètres pour avoir une idée de la température, de l'oxygène. Et dans ces gravières, notamment, on trouve des zones que j'ai baptisées les zones laiteuses, parce que c'est dans des dépressions. Vous avez, c'est comme si on vous remplissait avec du lait. Mais on ne voit pas ça toute l'année, on voit ça surtout à partir de août-septembre jusqu'au moment où il y a le brassage, dont je vous parlerai tout à l'heure, même tout de suite, c'est la diapo suivante. Donc ça, je vous en reparlerai. Donc l'idée, c'est de mettre plein de capteurs et de faire des mesures. Et le brassage, justement, c'est ça. Une gravière, alors c'est un milieu aquatique, les milieux aquatiques, il y en a partout dans le monde, mais en Alsace, on a quand même des milieux tout à fait particuliers, parce que ces gravières, elles sont en communication avec la nappe phréatique, et c'est une nappe phréatique très puissante. Vous avez des gravières le long de la Garonne, le long du Rhône et tout, mais c'est des gravières peu profondes. On n'est pas dans les mêmes configurations qu'on a chez nous. Donc ça m'a beaucoup intéressé, ça. Donc pour essayer de voir comment ça allait fonctionner. Mais finalement, ces milieux aquatiques, ces gravières, on a l'impression que c'est une masse homogène d'eau. Mais quand vous regardez le pH, l'oxygène, les températures, en fait, vous voyez que ces milieux sont très compartimentés. Et chaque compartiment crée une niche écologique. Et dès que vous avez des niches écologiques et donc de la biodiversité, de la diversité d'habitat, vous avez beaucoup de biodiversité. Et ça, c'est super intéressant. Alors, le vent joue aussi dans le brassage, puisque quand il y a du vent, ça pousse l'eau. Je me suis retrouvé comme ça dans le lac de Neuchâtel, une journée de tempête. Et il y avait du courant en surface parce que le vent pousse l'eau. Mais comme à un moment donné, l'eau arrive en butée, et il y a comme un tapis roulant qui va se faire. Mais comme les couches d'eau ont des densités différentes, parce qu'en été, l'eau est chaude en surface et froide au fond, elles ne vont pas se mélanger verticalement. Par contre, il se crée comme ça des tapis roulants. Et quand vous descendez en profondeur, vous passez d'un courant comme ça, un courant comme ça, qui les courants s'inversent au fur et à mesure que vous descendez. Bon, c'est très pratique pour les feignants. Si vous ne voulez pas palmer, vous utilisez le courant. Enfin, il y a un brassage saisonnier qui là va être un brassage en profondeur. Et là, c'est très intéressant parce que ça dépend du climat, ça dépend de la profondeur, du relief. Et là, ça va être intéressant parce que ça allie aussi le vent et ça va permettre d'avoir de l'oxygène qui va arriver au fond et des nutriments qui vont arriver en surface. J'en reparlerai. Alors, pour étudier tout ça, on met un tas de capteurs. On retrouve les zones laiteuses ici. Moi, j'aime bien que vous voulez m'immerger. Et les capteurs, en fait, ils restent en place. Et je descends avec une sonde, ce qu'on appelle une navette plutôt. Et je peux télécharger les données directement en appuyant sur un bouton. Ça passe par les ondes. Et donc, ça permet surtout de ne pas toucher les capteurs. Comme ça, ils ne bougent pas d'un centimètre. Voilà. Et alors là, ça ne va pas être beaucoup technique. Hein. Mais vous comprenez que si on est en été, là, en fait, c'est la température des différentes couches au fil des saisons. Et vous voyez que si on est en été, en surface, l'eau est chaude, et plus on descend, plus l'eau est froide. Ce qui va être intéressant, comme je vous l'ai dit, c'est la température de la nappe phréatique. Et en fait, il y a un capteur dans la nappe phréatique, c'est le capteur qui est en noir. Et on voit que la nappe phréatique, quand elle arrive dans les gravières, elle a une certaine température, elle est autour de 12 degrés. Mais 12 degrés en hiver, ça sera plus chaud que la gravière. Et en été, ça sera plus froid que la gravière. Donc imaginez-vous cette eau qui arrive chaude en hiver, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va remonter. Donc c'est pour ça que comme vous voyez, si vous mesurez ici la température, vous voyez que en hiver, en fait, j'ai mesuré pendant 190 jours, c'est pas que l'hiver, c'est plus que la moitié de l'année, ces eaux phréatiques qui arrivent, elles sont plus chaudes, elles vont se retrouver en surface. Par contre, quand on arrive ici, plutôt en été, là on arrive, je ne vois pas trop la date, je ne suis pas en face, mais là c'est en fin d'été, on s'aperçoit que la température, ces eaux phréatiques, elles sont au plus profond de la gravière. C'est normal, elles vont arriver, elles vont être le plus froid, c'est elles qui vont être plus froides que tout le reste, donc elles vont être plus denses, donc plus lourdes, et elles vont longer les berges et longer comme ça les pentes pour arriver jusqu'au fond.
Et notez aussi que c'est ça qui va déterminer la température au fond de la gravière, puisque ça, c'est la température du capteur à 19 mètres. Vous voyez, la température va monter. En hiver, tout se refroidit. Et après, pendant l'été, la température du fond monte, jusqu'à arriver à 12 degrés, à la température de la nappe, et après, ça ne bouge plus. Alors, vous allez me dire à quoi ça ressemble, les résurgences phréatiques dans une gravière. Alors ça ressemble à ça. C'est de l'eau qui arrive sous pression, qui fait bouillonner le sol. Et donc, bon, il y a des endroits où ils sont vraiment très fortes. Et là, vous voyez, c'est des grains de sable, en fait, puisque ce sable est poussé. C'est un mélange, le sous-sol, c'est un mélange de sable et de galets. Le courant pousse les grains de sable, et donc, qui vont arriver jusqu'à la surface, comme ça, et le sol va bouillonner. Alors, pour que ça soit aussi vif, pour que les résurgences soient aussi importantes, il faut que la gravière soit connectée. Là, c'est une gravière qui est le long du Rhin et qui est connectée au Rhin. Parce que, en fait, c'est les eaux qui arrivent dans la gravière, elles sont limitées par la pression hydrostatique. Et donc, l'eau qui arrive doit compenser l'eau qui s'évapore ou l'eau qui va vers l'aval. Donc, voilà, si la gravière est connectée à une petite rivière ou au Rhin, eh ben, la pression hydrostatique joue beaucoup moins, puisqu'au fur et à mesure que l'eau arrive, elle part. Donc ça, au contraire, ça stimule les arrivées phréatiques. Alors, ça peut aussi ressembler à ça, une résurgence. Et ça, c'est une gravière qui n'est pas très profonde. Alors, voilà, il faut que je fasse partir la vidéo. Alors, vous voyez, il y a l'eau ici, là, il y a des petits mouvements. Là, on devine qu'il y a l'eau qui sort. Et ce qui m'a interpellé, quand j'ai vu cette résurgence, vous voyez déjà, c'est qu'elle était nickel, il n'y a pas un grain de poussière, rien du tout. Et en fait, si elle est nickel, c'est parce qu'il y a des poissons qui se sont mis sur cette résurgence. Et la première fois que je l'ai vue, c'était en janvier 2019. Vous voyez, ne crains pas le froid, parce qu'il faut s'immerger toute l'année. En été, c'est trop facile. Ce n'est pas la période où il se passe le plus de choses. C'est vraiment... Il faut se mettre à l'eau tout le temps. J'ai compté un silure, 2 amours blancs, qui sont des espèces de carpes asiatiques. Des carpes, il y en avait 6 ou 7 des grosses. Et alors les tanches, je n'ai pas pu les compter tellement il y en avait, parce que bien sûr, tout ce petit monde est parti quand je suis arrivé, mais pourtant j'y allais tout doucement. Et alors je me suis dit, mais si tous ces poissons se mettent sur cette résurgence, alors on était en janvier, vous voyez, je me dis qu'il doit y avoir un bénéfice de température pour eux, parce qu'on est comme nous, parce qu'en fait, ce sont des animaux à sang froid. Ça veut dire que leur métabolisme va dépendre de la température. Plus il fait froid, moins ils sont actifs et leur digestion va aussi être plus lente et tout. Donc ils ont vraiment un réel avantage à se mettre sur ces résurgences. Alors bien sûr, en bon scientifique, j'ai mis des capteurs. Et j'ai mis un capteur au centre de la résurgence et à 1,50 m, à 4 mètres, à 8 mètres. Vous voyez qu'il y a une différence de 4 degrés entre le centre de la résurgence là, et l'extérieur. 4 degrés. Donc on comprend pourquoi tous ces poissons venaient se poser là, sur cette résurgence. Donc c'est extrêmement intéressant. Voilà. Alors vous allez voir qu'on se dit, mais il y a une petite distance là entre le centre et ici, mais en fait, c'est parce que si c'est comme ça, c'est parce que l'eau qui est plus chaude, elle monte tout droit. Elle va tout droit vers la surface, comme vous le verrez tout à l'heure. Il y a très peu de mélange latéral. Le mélange latéral va se faire comme ça, vous voyez, ça monte comme ça, puis ça fait plutôt comme ça. Alors, ensuite, quand j'ai observé tout ça, en 2020, j'ai mis des capteurs à demeure. Puis, là, j'avais juste mesuré les températures, ici. Ensuite, les capteurs, je les ai laissés pendant toute une année pour voir ce qui se passe. Alors, pour la petite histoire, ils y sont encore, parce que c'est quelque chose que je continue à suivre. Et vous voyez que là, on était au mois de janvier. Là, quand j'ai fait les mesures, c'était le 13,2, je crois. Je ne suis pas en face et je ne vois pas très bien ici. Et si vous regardez le 13,2, ici on a 15, on est presque à 16, et c'est vraiment la température qu'on a mesurée. Mais là où j'ai été étonné, c'est que cette eau résurgente, si vous la suivez tout au long de l'année, il y a des très très grands changements. Et en fait, c'est en été qu'elle est plus fraîche, parce que là, on voyait finalement le 13,2, on était sur une dynamique, quand j'ai fait cette mesure-là, même en janvier, on était dans une dynamique de descente de la température. Et si on regarde, là où la température est le plus élevée, comme vous le voyez ici,
c'est plutôt fin novembre, fin octobre, début novembre. Et vous savez combien on est? On est le 7 octobre, donc c'est bientôt. Ça veut dire que je vais bientôt y tremper mes palmes. Et ça, c'est super intéressant parce que là, on monte à quasiment 21 degrés. Et alors ça, j'ai beaucoup échangé avec le BRGM, les spécialistes de la nappe phréatique. Et on n'a pas trop d'explications pour l'instant. Enfin, on pense que c'est une inertie. Enfin, pour l'instant, on ne sait pas exactement. En tout cas, c'est dans un endroit paumé. Ça ne peut pas venir d'une industrie ou qui réchaufferait l'eau. Bon, en tout cas, c'est super intéressant à suivre. Et moi, ce qui m'intéresserait pour un prochain film, comme je prépare un nouveau film qui va être sur les comportements, c'est de filmer tout ça, de le documenter. Et ça, c'est très, très difficile. Mais cette année, je pense avoir compris, après 2-3 ans d'échecs, comment il fallait faire. Et ça, c'est juste une image pour vous montrer que l'eau monte tout droit. Effectivement, c'est pour ça que quand vous voyez un plan d'eau gelé, alors pour remonter à un hiver froid en Alsace, il faut revenir à 2012. Ça doit vous parler. Et en 2012, il a vraiment fait froid. Et cette gravière de Plopsheim a gelé. Et comme vous voyez, c'est parce que c'est une gravière où il y a pas mal de résurgences. Il faisait très froid. Et le côté sud, là où arrivent les résurgences, vous voyez, il n'est pas gelé à cause de cette eau qui arrive. Et là, vous pouvez voir les résurgences. Vous pouvez en faire la cartographie. À l'époque, je n'utilisais pas de drone, mais là, on pourrait faire la cartographie des résurgences lorsque le plan d'eau gèle assez facilement. Bon, ce qui est important aussi dans un plan d'eau, c'est l'oxygène. Alors là, on ne voit pas grand-chose si je vous montre l'oxygène au cours du temps, mais j'en ai déjà dit quelques petits mots. En fait, comme très rapidement, au printemps, quand il fait chaud, la température en surface va monter, puis ça va être stratifié, plus on va descendre, plus il va être froid. En fait, le fond, comme il va être froid et donc plus dense, va être isolé de la surface. Ça veut dire qu'il va y avoir beaucoup de débris de matière organique qui va descendre, il va falloir décomposer ça, il va falloir de l'oxygène pour décomposer ça, mais en fait, cet oxygène ne sera pas renouvelable. Et donc, il va s'épuiser au cours de la saison qui avance. Et voilà, c'est ce qu'on observait tout à l'heure. Ça, c'est la fameuse gravière de 20 mètres. Et à partir d'un certain moment, là, on partit du mois de juillet, le fond devient anoxique, c'est-à-dire qu'il n'y a plus du tout d'oxygène. Et je vous ai mis en jaune là où on était en dessous de 5 mg par litre. Pourquoi cette valeur? Parce que c'est la limite de confort pour beaucoup de poissons. Beaucoup de poissons, ils se sentent mal en dessous de 5 mg. Donc juste pour voir un peu quel était l'impact sur la faune aquatique de cette baisse d'oxygène. Donc on peut voir qu'à certains moments, ça peut être critique. Bon, alors je vous ai mis un petit graphique dont on ne va pas parler. On n'a pas trop le temps. Donc là, ce manque d'oxygène peut être critique lors du brassage. Mais vous voyez, le brassage, ça va être important parce que le brassage de la surface avec le fond, ça va permettre d'emmener de l'oxygène au fond. Parce que qu'est-ce qui se passe lors du brassage? La température de la surface va se refroidir en contact avec l'air. Et cette eau qui se refroidit, elle va être du coup plus lourde que celle qui se trouve en dessous. Donc ça va créer un petit brassage comme ça, l'autre surface va chuter et ce brassage va grignoter de plus en plus profondément jusqu'à arriver au fond. Et qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est qu'on va mélanger de l'eau. Quand on arrive ici, vous voyez, il y a beaucoup d'oxygène en surface, mais au fond, il n'y en a pas du tout. Qu'est-ce qui se passe si on mélange une partie où il y a beaucoup d'oxygène et une partie où il n'y en a pas beaucoup? Eh bien, on va faire une moyenne, tout ça, ça va se mélanger et on va avoir une valeur moyenne d'oxygène. Et c'est pour ça qu'au moment du brassage, l'oxygène s'effondre et que des fois, ça devient critique. C'est ce que je peux vous montrer ici. Il y a la mairie de Eenheim, en 2020, qui m'a demandé, parce que dès qu'il y a un problème dans les milieux aquatiques, on nous tombe dessus, cyanobactéries ou autre, qui m'a demandé de venir parce qu'ils avaient une mortalité chaque année au mois de novembre. Alors je leur ai dit, écoutez, pour moi, c'est dû au brassage, grande demande en oxygène. Vous brassez une partie où vous avez encore l'oxygène de surface avec le fond, et ça crée, quand ça arrive, une mortalité importante. Et ils m'ont dit, OK, peut-être, mais on aimerait bien en être sûr. Donc, est-ce que vous pouvez faire des mesures? Bon, j'y suis allé de temps en temps avec mon petit bateau faire des mesures. Et j'ai commencé quand même assez tôt pour voir ce qui se passait en fin d'été. Et on voit bien que ce n'est pas très profond comme plan d'eau, mais on voit que la surface, il y a de l'oxygène, mais au fond, il n'y en a pas. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Comme je l'avais prévu, l'oxygène, quand on est au moment du brassage, il y avait une telle demande en oxygène au fond que
le brassage s'est fait, mais ça n'a pas résolu tellement la situation du fond, puisque finalement l'oxygène s'est effondré sur toute la colonne d'eau. Et vous regardez que pendant un mois, regardez quelles étaient les valeurs d'oxygène dans cette gravière. Pendant un mois, on était à rien, il n'y avait pas d'oxygène dans l'eau. Donc c'est forcément, les poissons sont morts. Tous, non, toujours d'irrésistibles. Et il y a une espèce qui survit à ça. Eh ben, c'est une espèce proche de la carpe, c'est le carassin, qui ressemble à ça. Ce carassin doré, vous voyez, il se met très proche de la surface et il est capable de gober l'air qui se trouve à l'extérieur. Et il y en a plus aussi dans les 2, 3, 4 mm qui sont en contact avec l'air, où il y a un peu plus d'oxygène. Cette espèce, elle est capable de faire ça. Alors ça m'a intrigué quand j'ai vu ça, donc j'ai bien sûr voulu faire des images. J'ai fait de la bibliographie et c'est là que j'ai vu qu'il y avait un tas d'articles scientifiques sur ces adaptations physiologiques de ces poissons au manque d'oxygène. Ils sont capables de vivre dans des milieux complètement anoxiques. C'est assez fou, hein, la résilience de la nature. Par contre, tous les autres poissons sont morts. Et après 3 ans d'épisodes comme ça, eh ben forcément, vous voyez, on dit souvent c'est les conditions de l'année les plus mauvaises qui conditionnent la vie tout le reste de l'année. Si à un moment donné, l'oxygène tombe à zéro, il ne faut pas espérer voir des gros poissons en été. Hein. Alors la cause de ça, vous allez me dire, il y avait un élevage de canards. Parce que voilà, quand on balance des granulés très riches en phosphore et qu'il y a beaucoup de matière organique, voilà, ça crée une demande en oxygène extrêmement importante et c'est le gros problème. Ça arrive souvent aussi dans les gravières, plus souvent d'ailleurs, parce que les canards c'est vraiment anecdotique, il n'y a pas beaucoup d'élevage de canards le long des gravières. Ce qui arrive souvent par contre c'est la pêche. La pêche à la carpe, parce que la pêche, c'est devenu maintenant la pêche à la carpe. Et les carpistes investissent les gravières, mettent des tonnes de carpe. Et quand je dis des tonnes, hein, ce n'est pas une vue de l'esprit. Hein, il y a une gravière à Reichstett. Ils sont méticuleux sur leur site internet. Ils mettent les graphiques d'empoisonnement depuis 1970. Donc j'ai tous les chiffres. Depuis 1970, ils ont mis plus de 200 tonnes de poissons. Sur 223 tonnes, ils ont mis principalement de la carpe. Donc il y a énormément de carpe dans les gravières. En remuant le fond, elles détruisent tout. Et pour les pêcher, on les amorce. Et vous regardez là ce pêcheur, lui tout seul, tout ce qu'il a emmené au bord de l'eau. Il y a une étude allemande qui a montré que... Voilà, je l'ai mis là. Une étude allemande qui a montré qu'un pêcheur en moyenne jetait 215 kg de matière organique par an. Donc c'est énorme. Surtout que les poissons qui sont pêchés ne sont pas mangés, ils sont remis à l'eau. Donc si vous voulez, le bilan global, il est toujours positif et ça pourrit les plans d'eau. Et la gravière de Reichstett, vous connaissez peut-être, où il y a aussi une baignade, il y a 300 pêcheurs. Donc vous voyez, ça fait 60 tonnes de matière organique par an. Donc ça s'est bien passé pendant quelques années, mais le premier signe qu'un plan d'eau va mal, c'est quand les plantes aquatiques disparaissent. Donc plantes aquatiques, parce que dès qu'il y a des nutriments, le phytoplancton prolifère, donc l'eau devient extrêmement turbide, donc les plantes, elles, ont aussi besoin de lumière, disparaissent. Ça, c'est le premier signe d'alerte. Alors moi, je leur avais dit à la mairie, parce qu'ils m'avaient déjà consulté il y a une quinzaine d'années, j'ai dit attention, cyanobactéries. En 2021, ils ont fait faire une étude par un cabinet des Vosges qui s'appelle Hydroconsult, qui concluait, fin 2016, aucun risque de cyanobactéries. Début 2017, le plan d'eau tout rose. Donc bien sûr, j'ai été faire des prélèvements. Je ne me suis pas mis à l'eau, mais ce que j'ai vu au microscope, c'était ça. J'ai dit au maire, cyanobactéries, et les études d'ADN sont venues un peu plus tard et ont confirmé. Donc bien sûr, mortalité, et les cyanobactéries libèrent des toxines, donc fini la baignade. Enfin voilà, donc c'est un peu les problèmes de gestion du plan d'eau. Bon, dans d'autres plans d'eau, où on n'en est pas à ces extrêmes, on peut voir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des zones laiteuses. Alors ces zones laiteuses, c'est quelque chose de tout à fait particulier qui sont dues en fait aux arrivées phréatiques qui sont riches en bicarbonate. Là, vous avez une résurgence phréatique. Et en fait, ce qui se passe en été, c'est que par gravité, l'eau arrive là et va arriver dans cette zone, vous voyez, c'est une espèce de dépression du sol, et donc elle va remplir cette dépression et le dessus va passer par-dessus, il va arriver jusqu'au fond. Donc en fait, là se crée, c'est une zone très froide, qui a les mêmes caractéristiques qu'au fond, on a la température de la nappe, et pourquoi c'est blanc ?
Ben, c'est blanc, tout simplement. Alors, je pourrais vous faire une explication scientifique, on va rester simple. Ah mince, on va rester simple. En fait, les plantes vont consommer le CO2, ça va déplacer les équilibres vers les carbonates, et les carbonates, avec le calcium, vont précipiter. Et c'est ça qui crée ces zones laiteuses. Pour illustrer ce que je viens de dire, si vous regardez les feuilles, ça c'est du potamo, luisant, et ben, fin d'été, vous voyez du calcaire, une petite couche blanchâtre sur les feuilles. Alors ça perturbe aussi la photosynthèse, mais c'est quelque chose de tout à fait naturel dans une eau très calcaire. Et ben, vous voyez, si je le secoue avec la main, comme ça, je secoue un tout petit peu, vous voyez que et ben, c'est du carbonate de calcium en fait. Qu'est-ce qui se passe? Dans la feuille, vous avez le CO2 qui est consommé, le CO2 de l'eau qui est consommé pour la photosynthèse. Et donc, à la surface des feuilles, ça va créer la précipitation des carbonates aussi qui vont rester sur la feuille. Alors, est-ce que c'est une catastrophe, ces zones laiteuses? Pas du tout. C'est une chaîne alimentaire, puisque c'est très très riche en bactéries. Dès que vous avez une source minérale particulière, dès que vous avez des nutriments, vous avez des bactéries. Si vous avez des bactéries, vous avez des milliards de daphnies, de copépodes qui prolifèrent. Et bien sûr, ça attire les petits... Vous voyez, les petits poissons, ils sont juste là pour manger les daphnies. Et les plus gros sont autour. Vous aviez, si vous pouvez les voir, il y a des plantes carnivores, parce que les plantes carnivores, l'utriculaires, sont là pour manger les daphnies aussi. Vous voyez, c'est ce que je vous parlais tout à l'heure de niche écologique. C'est une véritable petite niche écologique. Donc ça, on l'observe assez souvent. J'étais sous l'eau là, il y a 2 jours. J'en ai observé une à 30 mètres, une coulée blanche comme ça qui se formait. C'est absolument magnifique aussi. En 2015, j'ai entrepris de vouloir passer une nuit sous l'eau complète. Donc se mettre à l'eau une demi-heure avant le coucher du soleil et en sortir une demi-heure après, 9 heures. Ça m'a plu. Enfin, on a voulu monter aussi une petite expérience scientifique là-dessus. Donc, Christian, il est là, celui qui est assis là-bas, il a toujours son même bonnet. Excellent, Christian. Avec d'autres biologistes. Et alors, au début, je voulais faire ça assez discrètement. Et puis, il y a toute une équipe qui s'est montée. Ils ont fait des t-shirts, ils ont alerté la presse. Il y a un film qui a été fait que vous pouvez voir sur le canal universitaire, dont le lien, il est aussi sur le readbleu.free.fr. Bon, c'était intéressant. Ce qu'on a pu observer, entre autres manips qu'on a faites, en fait, l'observation, vous savez, c'est toujours comme ça. L'observation la principale que j'en ai retirée de cette expérience, c'est même pas la nuit en elle-même, c'est lors des préparations. Lors des préparations, parce que bien sûr, on ne s'improvise pas à faire 9 heures de plongée comme ça, sans préparation, donc parce qu'il y a un tas de problèmes à régler. J'ai fait des plongées de préparation. Une fois, je suis parti pour 4 heures, 5 heures, 2 jours, pour me préparer à la durée. Et c'est là que je suis tombé sur un mode de reproduction des libellules qui n'avait jamais été documenté et que j'ai pu filmer. C'est en me préparant pour faire ça. Vous voyez, c'est un peu, on appelle ça la sérendipité aussi. C'est pas le hasard, c'est les esprits préparés. Et en fait, voilà, parce que j'avais du temps à perdre, que j'allais à 2 à l'heure, que j'observais tout ce qui se passait, que j'ai pu voir ça. Bon, mais quand même, on a fait des expériences cette nuit-là. On a mesuré le plancton. Et le plancton, eh ben, vous savez, il y a des migrations du plancton en mer qui sont bien connues, qu'on appelle les migrations nictémérales. C'est-à-dire qu'en journée, le zooplancton, il se trouve en profondeur, à l'abri des prédateurs, et la nuit, il remonte. Eh ben, figurez-vous que dans les plans d'eau, c'est pareil. Bon, moi, ce qui m'intéresse toujours aussi, c'est l'histoire de nappe phréatique. Mais ce qu'on a observé, c'est que le zooplancton, parce qu'il faut corréler ça aussi avec l'oxygène qui se trouve dans la gravière. Ben, on voit bien que si on regarde l'oxygène, il y a de l'oxygène, mais après 14 mètres, il n'y en a plus. Et ben, ça veut dire que le zooplancton, il va descendre pendant la journée pour se préserver de l'activité intense de prédation qu'on peut avoir dans les premiers mètres. Mais il ne pourra pas descendre de trop, parce que s'il descend trop, il va mourir parce qu'il n'y a pas d'oxygène. Ce qui m'a interpellé, c'est que tout au fond, dans la zone où il n'y a pas du tout d'oxygène, on trouvait une larve de Chaoborus, c'est un petit insecte qui fait partie des diptères. Et voilà, d'autres, une daphnie, copépode, Nauplius, c'est les larves de crustacés. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que ça fait plus d'1 centimètre, c'est transparent. Vous voyez, il y a 4 petites poches là. Et lui, c'est un prédateur du zooplancton. Mais lui, alors les poissons aiment bien le manger aussi. Mais lui, carrément, il arrive à se cacher dans la zone anoxique. C'est absolument fou. Alors ça m'a intrigué aussi. Mais avant de vous en dire plus, regardez ce qui se passe la nuit. Eh ben, la nuit, le plancton qui était de jour
versus nuit. Oui. De jour, il était en profondeur. La nuit, il remonte vraiment pour manger le phytoplancton, parce que les poissons, la plupart, dorment. Donc, c'est l'impunité. Et regardez mon prédateur de zooplancton, lui, qu'est-ce qu'il fait, le Chaoborus? Il va passer de la zone la plus profonde, il y en a même dans les sédiments, il va passer dans la zone, il va être principalement dans les 2 premiers mètres. C'est assez fou. Bon, ça lui prend comme de l'énergie, on peut s'imaginer, mais ça lui prend de l'énergie de faire cette montée et descente. Et c'est là qu'en faisant un peu la littérature, je suis tombé sur ça. Pour remonter, il ne s'embête pas. Le sous-sol, pas le sous-sol, la vase et les fonds, comme il n'y a pas d'oxygène, c'est riche en méthane. Et le méthane, il va le mettre dans ces petites vésicules, il va le stocker. Et comme ce méthane, c'est léger, ça va le faire remonter tout seul pendant la nuit. Il n'a aucun effort à faire. Mais comment il survit dans ce milieu anoxique? Grâce à l'oxygène. Quand il sera en surface, non seulement il va manger le zooplancton, mais il va échanger son méthane, parce que sinon il n'arriverait pas à descendre, par de l'oxygène. Et après, ça va le permettre de redescendre gratuitement, d'avoir une surface d'oxygène. Voilà. Mais ce n'est pas rien, parce qu'au niveau mondial, on estime à 400 000 tonnes de CH4 par an au niveau mondial. Et ça a 25 fois le pouvoir d'effet de serre du CO2, le méthane. Donc vous voyez, ce petit insecte contribue notablement donc, au réchauffement climatique. Alors, les études en cours. Si je vous montre ce qui se passe dans la gravière du Fort, ça c'est marqué 2022. Ça c'est la température de la nappe phréatique. Je vous ai dit qu'en hiver, grâce au brassage et au fait qu'il fait froid dehors, la température vient froide. Et après, rappelez-vous, je vous ai dit que la température monte progressivement jusqu'à arriver à la température de 12 degrés. Et après, ça va rester à 12 degrés parce que c'est la température de la nappe. Ça c'est en 2022. Mais je vous ai dit que j'étudie ces milieux depuis un petit moment. Mais si on revient un peu en arrière, ce ne fut pas toujours le cas. 2013, c'est pas loin 2013. En 2013, la température du fond de cette gravière, à Holzheim, vous voyez, ne dépassait pas les 8 degrés. Donc par rapport à aujourd'hui, et là je vous ai mis 2022, mais 2023 ce fut pareil, par rapport à aujourd'hui, sur 10 ans, on a gagné 4,2 degrés au fond des gravières à la fin du brassage. C'est quand même énorme. Donc forcément, ça aussi sera une répercussion extrêmement importante sur le cycle dont je vous parle depuis tout à l'heure, sur le cycle de vie de toutes les espèces, des plantes, de tout ça dans les gravières. Donc ça, c'est quelque chose qui est en cours. Avec le changement climatique, il y a aussi des étés qui peuvent être très secs, c'est-à-dire il peut y avoir des moments où il pleut énormément, beaucoup d'eau sur très peu de temps, comme on voit ça presque tout le temps maintenant. Mais on peut aussi avoir des étés extrêmement secs, comme on a vu en 2022. Et ça, il y a beaucoup de rivières. En 2022, il y a une étude qui a été menée par un cabinet indépendant pour la région, qui s'appelle Artelia. Ils ont parcouru dans le Bas-Rhin 107 km de rivières phréatiques. Il n'y avait que 15 km d'écoulement satisfaisant. Ça a été vraiment une année horrible 2022 pour ça. Donc, avec le BRGM, et d'autres instituts aussi en Allemagne, on vient de démarrer une étude pour voir l'incidence sur la biodiversité. Le BRGM, lui, va s'occuper plus des modélisations avec les hydrologues, et nous, les hydroécologues et les écologues et les botanistes et les spécialistes des invertébrés, on va s'occuper de l'incidence sur la biodiversité des zones humides, mais aussi des rivières phréatiques. Enfin, vous voyez déjà que quand il n'y a pas d'eau, on sait que l'impact sur la biodiversité est extrêmement important. Et il y a déjà des travaux de BRGM qui ont montré que, vous voyez, ça c'est la baisse, ce que vous voyez ici, c'est la baisse du niveau de la nappe en été. Et à un moment donné, ça décroche. Et le BRGM a estimé, dans 2 études différentes, que s'il n'y avait pas le prélèvement agricole pour l'irrigation, on ne descendrait pas dans les seuils critiques qui amènent à... Voilà. Bon, donc ça, c'est un gros problème. Et ça, c'est le suivi de la nappe, parce que beaucoup pense qu'il y a un effet de lissage, des moments où la nappe elle est haute et tout, mais quand même, si on regarde ici à Célestat, dans le cône du Gießen, vous voyez que depuis les années 70, on a quand même perdu 50 cm. La nappe est plus basse de 50 cm depuis les années 70 à cet endroit-là. Donc c'est important de suivre ça. Bien, alors ça c'est un autre travail de thèse avec Laurent Schmitt. Et Laurent Schmitt est hydrogéomorphologue, donc on va
étudié finalement le sous-sol pour voir un peu l'histoire des rivières, parce que ces fameuses rivières phréatiques et semi-phréatiques, finalement, on veut voir d'où elles viennent, c'est-à-dire quelle est leur trajectoire plurimillénaire, mais aussi leur trajectoire pour voir si elles ont été entretenues. Par exemple, ici, c'est la Tsems. Quand vous voyez un talus comme ça sur une rive, eh ben, en rive gauche, c'est que vous pensez que ce talus vient peut-être le fait que le cours d'eau a été curé. Vous savez, on entend beaucoup maintenant lorsqu'il y a des crues, c'est que les cours d'eau ne sont pas assez entretenus. Donc on essaie de voir comment la rivière a évolué, comment elle a été entretenue, pour voir qu'est-ce qui va être raisonnable de faire dans l'avenir. Mais aussi dans un climat différent, dans des conditions différentes aussi. Donc c'est ça qui va être complexe. Et il y a ce qu'on appelle un PTGE Grand Ride aussi qui est en cours. C'est un projet de territoire de gestion de l'eau avec les agriculteurs. Et on ne partage pas du tout les mêmes points de vue, donc c'est un peu bloqué. Il y a une étude en cours. Faudrait peut-être, je suis à combien de temps? Oui, il faut que je suis encore bon. On étudie ici aussi avec des gens de l'ENGES un mollusque invasif, la moule quagga, qu'on trouve depuis une dizaine d'années maintenant. Non, je dis une bêtise. Depuis 2017-2018 dans les gravières. Et alors celle qui était déjà présente, c'est la Dressen classique polymorpha, ce qu'on appelle la moule zébrée. Mais celle dont je parle, c'est aussi une Dressen, mais bugensis, qu'on appelle la quagga, qui est arrivée extrêmement récemment, avec de gros impacts. Par exemple, ici, c'est dans un lac américain en 6 mois. Vous voyez, une conduite peut être complètement bouchée en 6 mois. Parce que ça va se mettre absolument sur tous les supports. Et là, c'est dans le lac Léman où le problème il est extrêmement important aussi. Et donc, vous voyez, la coque de ce bateau, non seulement il y a le poids, j'ai vu plein de flotteurs. Il y a plein de flotteurs qui coulent sous le fait des moules qui prolifèrent le long des câbles, pas que sur le flotteur, le long du câble en lui-même. Et au bout d'un certain temps, il y a tellement de poids que ça s'effondre. Donc c'est un gros problème aussi pour le refroidissement des centrales, dans toutes les canalisations, les bateaux, les pontons, enfin voilà. Et en Alsace aussi, figurez-vous. Et donc nous avons entrepris une étude au plan d'eau de Holzheim, le même plan d'eau dans lequel je vous ai déjà parlé plusieurs fois, duquel je vous ai déjà parlé. Et l'idée, c'est de faire des prélèvements 2 fois par mois. Ça, c'est le dernier prélèvement. Et ça s'est arrêté maintenant. On a fait ça pendant 1 an et demi. Et là, je suis à 34 mètres, 33-34 mètres. Et je prélève des quaggas. Vous savez, il y en a partout au sol. Et elles ont la particularité, quand elles sont comme ça sur le fond, de ne pas être fixées. Quand elles sont à 4-5 mètres, parce que je fais des prélèvements à 5 mètres et à 33 mètres, à 5 mètres, elles sont fixées sur des galets. Mais là, elles ont aussi la possibilité d'être posées sur le fond, comme ça, en colonie. Et donc, on fait les prélèvements. Et ce qui nous intéresse, c'est pas ça. Ce qui nous intéresse, ça c'était la diapo d'avant. Ce qui nous intéresse, c'est de voir son cycle de vie, sa biologie, la façon dont elle se reproduit, parce que c'est aussi une espèce qui vient de la région ponto-caspienne, mer Noire et autres, et dont on ne connaît pas grand-chose. Donc il y a beaucoup de gens qui travaillent là-dessus. Alors on est en collaboration, je ne sais pas, chacun dans son coin. On a des échanges avec l'INRAE qui travaille sur le lac Léman. Et enfin, pour terminer, dernière diapo, ou presque, le photovoltaïque flottant. Vous savez que vous avez peut-être entendu parler de la velléité de beaucoup de communes de mettre des panneaux solaires flottants sur les gravières. Donc bien sûr avec des impacts qui vont dépendre surtout du rapport surface libre et surface couverte par les panneaux. Donc on est en relation avec l'Eurométropole de Strasbourg qui s'est lancé dans un observatoire des énergies renouvelables. Et bien sûr, moi je suis impliqué dans cette partie plan d'eau. Et il y a certainement des études d'impact qui vont être faites avec tout ce qu'on peut attendre, tout ce dont j'ai expliqué, tout ce dont j'ai parlé et que j'ai expliqué sur la température, sur l'oxygène, sur les échanges, le brassage. Tout ça, ça va être finalement influencé par la présence de ces panneaux solaires. Et donc, il sera important de suivre ça au plus près. Surtout pour l'oxygène, je pense, ça peut créer des zones anoxiques profondes bien plus importantes que ce qui existe actuellement. Et puis, bien sûr, les plantes aquatiques, le phytoplancton, tout ça, ça a réduit à néant. Ah oui, encore ça. Alors, un film en préparation. Dans la gravière de Holzheim, justement, je vous ai montré à un moment donné une image du bryozoaire, le Lophopus cristallinus, en 2014. Vous voulez savoir à quoi ça ressemble aujourd'hui?
Oui. Ben voilà, les moules quaggas sont passées par là et elles ont pris la place de ces bryozoaires. Est-ce que ça veut dire que le bryozoaire a disparu? Eh ben, c'est ce que je suis en train de voir. Eh ben non, figurez-vous, parce que le bryozoaire, il se met sur les coquilles des quaggas et il profite même du courant d'aspiration pour piquer des nutriments à la moule. Donc vous voyez, je parlais de la résilience. Mon prochain film parlera un peu de tout ça. Voilà. Alors bien sûr, il sera question de changement climatique parce que vous avez compris qu'il y a plein de choses qui vont être modifiées dans ces milieux à cause du changement climatique. Bien sûr, il y aura des scènes de vie, comme ici, reproduction du brochet. Alors là, vous avez on ne le voit pas tellement, il y a un tout petit brochet, si, on le voit, il est au-dessus, le tout petit brochet. Alors quand un petit brochet comme ça, c'est un petit mâle, convoite une grosse femelle comme ça, grosse erreur à ne pas faire, c'est de passer devant la gueule de la femelle. Donc, vous verrez ça dans le prochain film. Bien sûr, pour tenir le spectateur en haleine, il faut comme aussi des petites scènes d'effroi. Donc, il y aura des scènes impliquant donc, des prédateurs comme le sandre. Et j'en ai fini, mais comme je vais encore prendre 2-3 minutes. Alors là, je vous ai parlé des milieux aquatiques alsaciens. J'ai eu la joie aussi de partir à l'autre bout du monde en 2014 pour une mission sur l'étude des mérous et des requins. Ça m'a emmené là, tout au milieu de ce... Vous voyez, quand on regarde finalement la Terre depuis le centre du Pacifique, c'est impressionnant. Hein. Là, la Terre bleue, la planète bleue, ça a tout son sens. Voilà, on a été traîné sur l'atoll de Fakarava, dans la passe là, dans la passe sud, ici, parce que chaque année, à la pleine lune de juillet, vous avez la reproduction des mérous. Ils viennent là, on en a compté 18 000. Ils se reproduisent, ça dure une demi-heure, 3/4 d'heure. Et après, c'est fini, il faut attendre une nouvelle année. Donc ça a donné lieu à un film pour Arte qui s'appelle Mystère Mérou. Il est diffusé régulièrement, ou peut-être le voir en ligne. Et il y a un deuxième film qui a été fait, 700 requins dans la nuit, parce que forcément, autant de nourriture, ça attire les requins. Donc tout ça, vous pouvez voir en ligne. Ce que je peux juste vous montrer, c'est quelques photos. Bon, alors là, ça a l'air paradisiaque. Là, c'est l'équipe technique, avec les grosses caméras pour faire le film. Drone aussi. Alors, cette image, j'aime bien la montrer. Alors, les anciens ici ont tous vécu l'épopée de la Calypso. Et ce réservoir, qui est maintenant un réservoir d'eau, c'était la partie, si vous la retournez, qui était au-dessus de la Calypso, qui abritait le sonar. Ça vous parle? Et c'est le gars qui est sur l'île qui m'a expliqué ça. Qu'ils avaient fait une escale là, ici, puis ils avaient demandé s'ils voulaient le récupérer. Et depuis, ça sert à un récipient d'eau. Bon, préparation pour la plongée, c'était sponsorisé par Blancpain. L'équipe, alors là, on était 3 sur 6 semaines, mais on a eu des renforts au moment de la reproduction parce qu'on ne voulait pas louper. Alors le problème, quand tout se passe en une demi-heure, 3/4 d'heure, c'est-à-dire qu'il faut tuer tout le temps quelqu'un sous l'eau. Donc moi, j'ai plongé en moyenne pendant 6 semaines, 5h30 par jour. Et donc ça nous permet d'être au bon moment sous l'eau et de filmer ces mérous. Vous voyez, ces mérous tachetés qui font à peu près 80-90 cm. Mais quand il y a 18 000, ça fait des quantités impressionnantes. Ça, c'est les requins gris, voilà, qui aiment bien sûr manger du mérou, mais ce n'est pas toujours facile. C'est surtout la nuit que c'est plus facile pour eux, surtout quand les plongeurs viennent avec leurs lampes. Ça, on s'en est rendu compte. Et voilà, j'en finis à cela. Merci pour votre attention. Merci là pour toutes ces belles images. Mais qu'en est-il des écrevisses de Louisiane dans les gravières alsaciennes? Il semblerait qu'on en trouve partout. Et pour quelle migrent-elles d'une gravière à l'autre en passant par la voie terrestre? Oui, alors les écrevisses, si vous voulez les voir très facilement, vous allez de nuit au bord des plans d'eau, des rivières. Des fois, on trouve des mues, parce que comme elles grandissent à un moment donné, voilà, c'est des crustacés, ça devient trop petit, ils sont à l'étroit. Donc ça se fend en deux, puis ils sortent entre l'abdomen et le thorax
C'est là qu'ils sortent. On pouvait trouver des mues assez facilement. Et des écrevisses de Louisiane, mais aussi l'écrevisses calico, l'écrevisse californienne. Enfin, il y a un tas d'espèces invasives qui arrivent. Il y a 5 espèces indigènes en France, et des invasives, il y en a de plus en plus. Surtout que sur le continent nord-américain, vous en avez plus de 300 espèces différentes. Donc, on n'est pas prêt de voir arriver des nouvelles espèces avec des impacts. Aussi parce que certaines d'entre elles sont porteuses de champignons qui ont décimé, notamment en Alsace, l'écrevisse à pattes rouges. Alors on en trouve encore dans les Vosges du Nord. Vous avez des rivières comme Langensulzbach, où vous avez encore des belles colonies d'écrevisses à pattes rouges. Et vous avez l'écrevisse des torrents, 1 ou 2 rivières en France où elle se trouve présente encore. Je l'ai filmé, j'ai fait un film pour le parc des Vosges du Nord, où on a filmé l'écrevisse des torrents. ridebleu.free.fr. Vous avez le lien qui vous permet de le voir en intégralité. C'est un film d'une 30aine de minutes, magnifique. Et c'est vraiment un privilège d'aller dans ces rivières, mais c'est des rivières sauvages. Enfin, les Vosges du Nord, c'est encore un endroit extraordinaire. Les 2 rivières se trouvent dans les Vosges du Nord, à préserver. Merci pour ces beaux documents et puis ces informations passionnantes. La différence de niveau de température qui a l'air de changer assez brutalement selon les niveaux impose donc ces précautions qu'on recommandait aux plongeurs non équipés qui risquent des arrêts cardiaques. Est-ce que d'après vous, c'est vrai ce risque ? Ah oui, c'est avéré. Il y a encore la Gravière Shore où il y a eu 2 jeunes qui sont morts comme ça, par hydrocution. Surtout s'il fait très chaud dehors, vous avez pris un bon repas, ça crée un choc de température parce que dès que vous allez descendre un petit peu, si vous plongez et vous descendez à 4-5 mètres, déjà vous allez sentir l'eau froide. Je sais qu'il y a à Benfeld où j'habite, il y a un plan d'eau et il y a régulièrement des gens qui se noient. Enfin, les dernières années pas trop, mais une fois j'y suis allé et justement il y a un gars qui venait de se noyer. Et le maître nageur m'a dit, mais j'ai voulu descendre, mais il n'a pas pu, tellement l'eau était froide. Donc il a descendu à 5-6 mètres, mais après c'est glaçant. Effectivement, l'eau au fond, elle est à 12 degrés, et ça chute très rapidement. C'est tout. Ah, derrière. Oui, il y a certaines gravières qui se chargent énormément d'algues. Est-ce que c'est lié à l'eutrophisation ou parce qu'à un moment vous disiez que les eaux très limpides étaient favorables également à la flore. Oui, alors faut pas confondre. Beaucoup le font, mais vous le faites pas. C'est la distinction entre les plantes aquatiques vasculaires, plantes supérieures, et les algues. Les algues, alors il y en a différents types, il y en a des macroscopiques, mais beaucoup, quand on parle d'algues, on parle du phytoplancton qui est en suspension. Et bien sûr, dès lors qu'il y a des nutriments, phosphore, azote, avec le soleil, ça crée leur multiplication et l'eau devient turbide. Même parmi les plantes vasculaires, vous en avez de nombreuses, comme les myriophiles que vous trouvez dans les plans d'eau, qui sécrètent des polyphénols hydrolysables qui sont des anti-algues. C'est-à-dire la plante, elle a besoin d'une eau claire, donc elle va, synthétiser, sécréter dans l'eau des substances qui vont justement éviter la prolifération des algues. Donc c'est important. Ces plantes aquatiques sont super importantes parce qu'elles produisent de l'oxygène aussi. Elles vont consommer des nutriments, elles vont créer des abris. Quand vous regardez où pondent les poissons, ils pondent soit sur les radicelles, ce qu'on appelle le chevelu racinaire des saules ou des arbres qui ont les racines dans l'eau. Là, c'est un endroit où les poissons pondent beaucoup, mais ils pondent beaucoup aussi sur les plantes aquatiques. Le brochet qu'on a vu tout à l'heure, c'était un couple qui était en train de se reproduire. Lui, il adore les caracées. Les caracées, ce sont des plantes aquatiques qu'on trouve jusqu'à très profondément. On les trouve jusqu'à 30 mètres de profondeur. Lorsque l'eau est claire, vous pouvez trouver des plantes aquatiques jusqu'à 30 mètres de profondeur dans les gravières. Et ce sont des supports très, très importants. Après, quand les poissons naissent, les bébés, les alevins, ils ont besoin d'abris. Ces plantes aquatiques très complexes leur fournissent des abris et de la nourriture. Donc c'est extrêmement important. Donc les plantes aquatiques sont une richesse pour les plans d'eau. Mais bien sûr, il y a un point de bascule. Dès qu'il y a trop de nutriments, à un moment donné, il y a un point de bascule. Et c'est très compliqué de revenir après en arrière. Très compliqué.
Merci et bravo. Je voulais vous demander, les rivières à truites qui descendent de la ligne bleue des Vosges sur la plaine d'Alsace, notamment les affluents de l'Ille, rivières de première catégorie, vous vous en doutez, je suis non seulement plongeur mais pêcheur également, font-elles l'objet d'une attention particulière et sont-elles menacées dans leur avenir par rapport à l'évolution justement du climat actuellement? Est-ce qu'il y a une étude un peu poussée pour ménager cette ressource naturelle qui est la truite sauvage, la truite de torrent? Oui, alors, question à plusieurs niveaux, mais effectivement, c'est un gros problème parce qu'on voit bien que les précipitations sur les Vosges, comme en 2022, ou il y a plein d'autres années, où ont été déficitaires et que les rivières ont été beaucoup en alerte sécheresse, même en crise sur certaines, donc quand il n'y a pas d'eau. Même s'il y a très peu d'eau, ce qu'on a observé, moi je travaille beaucoup plus sur les rivières de plaine, mais ce qu'on observe, c'est quand le niveau d'eau baisse, c'est que la température augmente aussi et l'oxygène baisse. Donc il y a des espèces comme la truite, qu'on trouve aussi en plaine, qui n'aiment pas quand si l'eau arrive à 25 degrés, c'est foutu. Et si l'eau monte en température et l'oxygène baisse, c'est foutu. Donc ça devient un habitat qui n'est plus du tout correct pour eux. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est les moins bonnes conditions de l'année qui vont déterminer la vie qui va se trouver dans un milieu. Dans les réunions avec les agriculteurs, ils disent oui, mais eux, dans leur idée, c'est le lissage. Ok, l'été, ça baisse, mais après, il y a à nouveau de l'eau et globalement, ces rivières coulent. Et moi, je leur dis, mais vous voyez, quand il n'y a pas d'eau pendant une journée, c'est dramatique. Je dis, c'est comme si demain, je vous disais qu'entre 14h et 15h, il n'y aura plus d'oxygène dans l'air. Mais rassurez-vous, à 15h, tout ira bien. Oui, mais à 15h, tout le monde sera mort. Le problème, il est là. Et le problème des rivières, comme ça, s'il y a des assecs, les assecs, c'est quand il n'y a plus d'eau. S'il y a des assecs récurrents, d'année en année, la vie ne peut pas se reconstituer. Il faut 10 ans, 15 ans pour qu'on passe des petits poissons, qu'il y ait une remontée des poissons de l'aval vers l'amont, enfin, que les frayères soient... Donc, il y a des travaux qui sont entrepris. Il y a un projet Interreg, une étude Interreg qui est menée par des collègues à moi, hydrologues, sur la Lartère, par exemple. Mais effectivement, c'est un gros problème. Et là aussi, les aménagements sont en cause, les prélèvements, mais la gestion aussi. Il y a un grand parallèle qu'on peut faire entre les crues et les assecs. Parce que quand on est en période de crue, on dit qu'il faut curer les rivières, on ne les entretient pas et tout. En fait, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut se débarrasser de l'eau. On veut que l'eau aille vers l'aval. Mais si on fait ça à un endroit, le problème, vous allez juste le transférer vers l'aval. Parce que quand il y a un problème de crue, il faut se tourner, pas vers l'aval, mais vers l'amont. Pourquoi est-ce que là, il y a tant d'eau qui vient? Voilà. Souvent, c'est qu'on a beaucoup fait sur l'île aussi, on met des digues, et donc on se débarrasse du problème. Non, ce qu'il faut faire, c'est pas de digues, il faut que chacun prenne sa part de l'eau quand il y a des crues, et si on fait ça, si on freine l'eau, cette eau aura le temps de s'infiltrer, et on en profitera, toute cette eau infiltrée, épurée, stockée, on en aura dans les zones humides. Heureusement, il y a plein de gens, plein d'endroits en France on revient sur ce qu'on appelle des solutions basées sur la nature, c'est-à-dire on va recréer des zones humides, des zones d'infiltration de l'eau, et là ça va des zones de stockage. C'est bien pour la biodiversité, c'est bien pour la qualité de l'eau, et c'est bien aussi pour préparer les assecs qu'on va avoir en été. Et pour la truite fario sauvage, on aimerait en voir plus, mais quand on est dans les rivières sous l'eau, on voit beaucoup aussi de truites artificielles, parce que beaucoup d'associations de pêche, et vous pourrez le confirmer, passent leur temps à mettre du poisson en période d'ouverture. Et là, ça vient directement des élevages. Alors j'en ai vu, les pauvres poissons, ils ne se sont même pas habitués à nager à contre-courant. Et dès qu'il y a un peu de courant, ils sont bloqués contre la berge parce qu'ils n'ont pas la musculature pour lutter contre le courant. Et là, il y a plein d'endroits, chez des amis qui ont travaillé sur ça, mais plus dans le sud, où chaque semaine, il y a des camions qui venaient déverser du poisson uniquement pour la pêche. Et donc là, on est loin de la truite fario originelle qu'on aimerait voir plus. Merci pour votre conférence. En hiver, que font les poissons? Comment ça se passe? Alors, il y a beaucoup de poissons en hiver, justement, qui descendent au fond des plans d'eau.
parce que j'ai pas tout dit, j'avais peur d'être trop long. La dernière fois que j'ai fait cette conférence, c'était une version un peu plus longue, j'ai mis plus de 2 heures, donc c'était trop long, donc c'était pas le cahier des charges. Donc il y a un tas de choses que j'ai pas dites. En fait, si vous regardez la relation entre densité de l'eau et température, vous voyez que la densité maximale de l'eau, c'est 4 degrés. C'est-à-dire qu'en dessous de 4 degrés, les atomes d'hydrogène et d'oxygène s'écartent de nouveau, et l'eau devient de nouveau plus légère. Et heureusement, sinon la glace se formerait au fond des plans d'eau. Si c'était linéaire, plus l'eau est froide, plus elle est dense, la glace se formerait au fond des plans d'eau, il n'y aurait plus de vie dans les lacs. Donc non, à une certaine température, ça va s'inverser, et l'eau froide va devenir plus légère, et la glace va se former en surface. Mais du coup, comme la densité maximale de l'eau, c'est 4 degrés, l'eau au fond des plans d'eau ne descend jamais en dessous de 4 degrés. Donc c'est pour ça qu'en hiver, au fond des plans d'eau, la plupart du temps, on est entre 4 et 6 degrés. Dans les lacs très profonds, on est à 4 degrés. Et en plus, il y a de l'oxygène, comme il y a eu le brassage. Et on est à l'abri des prédateurs, comme les cormorans. Donc c'est une zone refuge. Et donc beaucoup de poissons, j'avais une diapo qui montrait ça, vont descendre. Beaucoup aussi se mettent dans les plantes aquatiques. Tous les petits poissons, ils vont se planquer dans la vase, dans les plantes aquatiques. Température basse, ils vivent avec un métabolisme réduit. Les carpes vont manger, mais que de temps en temps, parce que ça leur demande des efforts, mais la plupart du temps, une sorte... elles hibernent pas, mais c'est une hivernation. C'est-à-dire qu'on passe l'hiver à un métabolisme réduit. Vous voyez, c'est comme ça que ça se passe. Et les brochets restent, eux, assez actifs. Mais ils en payent le prix lourd parce qu'il n'y a pas beaucoup à manger et ils sont des proies ciblées par les cormorans. Mais alors, les cormorans, on en fait toute une affaire aussi. Mais c'est parce qu'on intervient trop sur les milieux aquatiques. Si on laissait faire la nature, c'est-à-dire que dans les rivières, laisser des arbres dans l'eau, mais ça freine l'eau, mais freiner l'eau, c'est une bonne chose. On a trop accéléré le cycle de l'eau. Laisser des arbres dans l'eau, ça crée des habitats. En plan d'eau aussi. Enfin, si vous allez dans un plan d'eau, si vous cherchez du poisson, allez voir dans les arbres. Et là, les cormorans, ils ne chassent pas dans les arbres. Ils ne peuvent pas. Avec leurs ailes, ils n'y arrivent pas. Donc, ça crée de la diversité d'habitats. En rivière, un arbre qui tombe, le courant ne peut plus passer. Il va accélérer. Donc, on va accélérer le courant. Vous allez dégager la vase. Vous allez avoir des zones de repos. Les plantes aquatiques vont pouvoir se développer. Dans les zones de courant, vous allez dégager le gravier. Ça va favoriser d'autres espèces. Et un poisson, enfin toute espèce, elle a besoin de zones pour se reproduire, de zones de repos et des zones pour manger. Et donc voilà l'idée, si on veut créer de la biodiversité, il faut créer de la diversité d'habitat pour créer un peu tout ça, pour satisfaire ces espèces. Là, il y a les... Là. Oui, j'ai une question, juste savoir, vous avez dit que les poissons dormaient la nuit. Je veux savoir combien de temps, et s'ils dorment bien, ou si c'est dangereux pour eux de dormir. Alors, si tout le monde dort, c'est bon. Mais il y a certains poissons qui chassent la nuit, comme le silure. Et donc là, pour les espèces qui dorment, ils ont intérêt à trouver un endroit un peu quand même à l'abri. Et les poissons qui chassent la nuit, ils ont beaucoup de bâtonnets. Vous savez, parce que dans la vue, on a les bâtonnets qui sont sensibles à la lumière et les cônes. Ces espèces nocturnes n'ont pas de cônes parce qu'ils n'ont pas besoin de voir la couleur. Par contre, ils ont beaucoup de bâtonnets. Et donc, ils ont une sensibilité. Alors, bien sûr, les soirs de pleine lune et tout ça, c'est très avantageux pour eux. Et ils ont surtout des ampoules de Lorenzini, comme ont les raies aussi, qui sont des organes qui sont sensibles à l'activité électrique, qui leur permet de débusquer, même s'ils ne voient pas grand-chose. Et puis, ils ont aussi... des barbillons et qui leur sont des organes sensitifs, donc ils arrivent à détecter l'activité électrique des poissons avec les barbillons et ils arrivent à les choper comme ça de nuit. Donc c'est quand même dangereux. Et quand un plongeur arrive avec des phares, moi si je plonge, alors j'aurais plein d'images à vous montrer, et c'est pareil pour les requins, les tarpons et tout ça, c'est universel. Les prédateurs, ceux qui d'habitude ne chassent pas la nuit parce qu'ils n'y voient rien, ils profitent de votre lumière et le brochet vous accompagne pendant toute la plongée. C'est assez fou. Je ne sais pas exactement, je ne peux pas vous dire. Ce que j'ai remarqué lorsque j'ai passé ma nuit complète, là, parce que ce qui me frustrait, c'est que finalement, quand vous allez en plongée de nuit,
aussi par fainéantise et parce que l'été, il fait nuit tard. Vous plongez, si vous plongez l'été, entre 11h et minuit, quoi, mais qu'est-ce qui se passe après? Et entre 11h et minuit, c'est-à-dire à la tombée de la nuit, les poissons restent quand même encore un peu actifs, quoi, comme nous, quoi. Mais c'est vraiment vers 2h du matin que là, vous voyez que l'activité est extrêmement réduite. Mais là, il faut faire très attention avec les éclairages. Je le répète tout le temps aux plongeurs. Surtout les éclairages focalisés. Moi, j'utilise des éclairages très diffus, mais quand on a des éclairages très focalisés, parce que les poissons sont très sensibles à la lumière. Et justement, pour préserver leurs bâtonnets, pendant la journée, les bâtonnets, ils sont sous une couche de cellules riches en mélanine pour les protéger, parce qu'on vous dit aussi, vous, quand il y a des éclipses et tout ça, parce que les bâtonnets, quand vous les avez cramés, c'est foutu. Donc, ces bâtonnets, à la tombée de la nuit, ils vont sortir de cette couche de cellules riches en mélanine, mais ça dure 15-20 minutes, quoi. Donc, si vous arrivez avec de l'éclairage très puissant, ça peut être délétère pour ces poissons. Donc, il y a toute des précautions à prendre, toute une éthique qu'il faut connaître. Mais ils s'habituent. Il faut les laisser s'habituer. Après, c'est eux qui viennent dans la lumière. Je me rappelle, une fois, je voulais filmer en rivière un ombre commun. Vous savez, c'est un poisson qui a une nageoire dorsale très, très colorée. On l'appelle porte-étendard. Un damier bleuté magnifique. Et j'en vois un que j'approche de nuit vraiment très, 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 très doucement. Je le filme. J'ai bien resté un quart d'heure, 20 minutes avec lui. Et après, je me suis dit, bon, c'est bon, je l'ai assez embêté, je vais partir. Et quand je pars comme ça, il a suivi la lumière. Et en fait, il a fait tout le reste de la plongée dans la lumière, parce que voilà, il a trouvé l'avantage à pouvoir chasser aussi avec cette lumière. Et après, je me suis retrouvé au bord de l'eau, quand j'avais fini ma plongée, il était entre mes jambes, et c'est assez rigolo. Enfin, il y a plein d'histoires comme ça qu'on pourrait raconter de comportements, aussi avec les grèbes qui sont habitués aussi à ma présence. Et je ne sais pas si vous avez vu mon dernier film, Le fleuve invisible. On voit le grèbe qui chasse en plongée. Et là aussi, on peut se demander mais comment on peut approcher les oiseaux aussi facilement. En fait, c'est eux qui ont vu. Alors, d'habitude, je plonge avec un recycleur. C'est ce que vous avez vu sur la première image. Je ne fais pas de bulles. C'est ce qui permet aussi de faire les plongées de 9 heures. Parce que comme vous recyclez, vous avez une grosse autonomie et vous ne faites pas de bulles. Vous pouvez approcher les poissons. Ça, c'est assez extraordinaire. Sauf qu'il était en panne, mon recycleur. Donc, je l'avais envoyé en révision. Et je plongeais, je faisais des bulles. Et les grèbes, quand ils chassent les poissons en plongée, quand vous passez au milieu d'un banc de perches, les perches, elles savent que vous n'êtes pas un prédateur, il ne se passe pas grand-chose. Mais quand vous voyez un grèbe descendre, ils reconnaissent l'onde générée par les mouvements de ses pattes quand il descend, et c'est la panique chez les perches. Et généralement, elles se planquent dans les végétaux. Eh bien, le grèbe, il a remarqué que quand il y avait un plongeur, les bulles perturbaient les ondes et donc le rendaient un peu plus invisible du point de vue de ces ondes. Et il descendait le long des bulles. C'est complètement dingue, quoi. Il se servait de ma présence, il descendait le long des bulles, donc il déboulait devant moi et tout. Et donc en surface, vous pouvez aller le filmer à ça. Donc, alors ça a mis 40 plongées. Parce qu'il y a aussi ça, quand j'ai vu ça, il y a une approche après d'acclimatation. Et je venais tous les jours, même heure, s'habituer à moi. Et je me rappelle qu'après 40 plongées, j'arrivais au bord de la gravière, je les voyais de l'autre côté, je faisais ça sur l'eau, ils me voyaient et ils couraient. Et après, on faisait toute la plongée. Donc c'est comme ça que j'ai pu faire toutes ces images extraordinaires qu'il y a dans ce film. Et puis la reproduction des brochets, pareil, 40 plongées, vous y allez tous les jours, et à la fin, vous faites partie du décor. Les premières plongées, vous les snobez, surtout pas leur courir après. Vous vivez votre vie et après, vous faites partie du décor. Vous êtes une espèce qui passe là tous les jours, comme un ragondin et tout ça. Et après, vous pouvez faire vos images. Des fois, il faut les pousser même parce que ils s'habituent. Merci beaucoup. J'en profite pour dire que demain soir à Erstein, il y a votre collègue Laurent Schmitt qui donne une conférence aussi, si jamais vous l'avez peut-être vu dans le programme qui est là en papier, à 19h à la Maison de la Musique, si vous voulez en savoir plus. Merci beaucoup et à lundi prochain. Merci.